qu'est-ce que nous allons aborder au cours de ce webinaire? Donc, nous allons procéder en 3 grands temps. Un temps de décryptage par Kathleen Agbo et Sophie Margollet de la DGEFP pour vraiment donner la philosophie du dispositif et les enjeux et globalement on va dire sa mécanique. Ensuite, Philippe Pugningeni et Stéphane Mas nous expliqueront comment vont interagir les acteurs, quelle organisation va être mise en place de manière très opérationnelle, que ce soit en direction des entreprises et des salariés. Et ensuite, Philippe nous donnera un éclairage, un zoom particulier sur le rôle potentiel des branches professionnelles dans ce dispositif. Et ensuite, vous aurez un temps de questions-réponses. Donc, Kathleen et Sophie, la parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Merci en tout cas de nous avoir conviés pour participer à cet événement. On sait que effectivement c'est un sujet qui interroge beaucoup, qui questionne beaucoup. Donc j'ai essayé de répondre et puis Sophie pourra compléter à la question pourquoi ce nouveau dispositif. Vous précisez que c'est un dispositif qui a été co-construit avec les partenaires sociaux au niveau national, qu'il a une dimension assez expérimentale, c'est-à-dire qu'on va voir comment tout ça fonctionne et on va essayer d'ajuster au fil de l'eau, et que ce dispositif vient finalement répondre à ce qui nous semblait un manque dans les dispositifs portés par le ministère du Travail notamment, qui est le fait d'accompagner les mutations économiques en anticipation et de pouvoir se reconvertir de manière anticipée, c'est-à-dire indépendamment des procédures que l'on connaît bien malheureusement, que sont les prolongements de l'emploi ou les ruptures conventionnelles collectives. L'idée de ce dispositif, c'est bien de pouvoir accompagner les mutations et donc d'accompagner les entreprises et leurs salariés en anticipation pour pouvoir se reconvertir de manière préparée, sereine et sécurisée. Et donc pour les salariés, l'objectif, c'est de pouvoir se reconvertir dans son territoire, puisqu'on sait que le sujet de la mobilité géographique, mais on y reviendra plus tard, la notion de territoire est importante. Il y a peu de mobilité géographique. Hein. On vit dans son bassin de vie finalement. Et donc l'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir apporter une réponse en permettant une reconversion à l'échelle d'un territoire sur un métier porteur. Donc voilà dans la philosophie du dispositif, et puis après on rentrera avec les autres intervenants plus dans le détail. Mais peut-être on peut passer sur la slide suivante qui parle un peu de l'écosystème. Et donc, on voit bien que c'est un dispositif qui fait intervenir plusieurs acteurs, parce que finalement, le sujet de la reconversion, on sait que ce n'est pas simple, hein, surtout de manière anticipée. Et là, on va se coordonner entre acteurs, on va mutualiser les expertises, et c'est vraiment la philosophie du dispositif, de pouvoir faire intervenir tous les acteurs institutionnels qui vont permettre ensemble de proposer des solutions adéquates pour les entreprises et les salariés. Donc, on voit bien que le cœur et l'objet de l'accompagnement, ce sont bien les entreprises et les salariés dont les emplois sont fragilisés finalement et que l'on peut identifier en anticipation. Mais pour que tout cela fonctionne, on fait appel à un certain nombre d'acteurs qui vont accompagner les entreprises et les salariés dans cette démarche. Donc, les opérateurs de compétences, par exemple, les opérateurs de conseil d'évolution professionnelle, les transitions professionnelles, et tout ça sera explicité de manière plus importante après. Bien entendu, les services de l'État, qui sont les services déconcentrés, qui sont les directs, auxquels on va pouvoir s'appuyer finalement pour avoir les informations qui vont bien. Tout ça s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance partagée au niveau régional avec le conseil régional notamment et les partenaires sociaux à l'échelle des territoires et de la région, et donc d'où l'intervention du CREFOP. Sur les plateformes territoriales, j'y reviendrai un peu plus tard. L'idée, c'est à l'échelle d'un bassin d'emploi de
trouver des points d'ancrage qui vont permettre d'améliorer le déploiement du dispositif. Mais voilà, donc c'est un écosystème qui est assez large, mais qui pour nous doit concourir à la réussite du déploiement du dispositif, puisque finalement, on va à chaque phase, que ce soit en amont ou en aval, on va accompagner l'entreprise et les salariés, les entreprises et leurs salariés. Merci Kathleen. Sophie, vous souhaitez compléter ce que vient de dire Kathleen? Vous aviez… Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Kathleen pour ce panorama en introduction qui est très complet et qui nous permet en effet de retenir anticipation entre les entreprises et leurs salariés, les bassins d'emploi aussi, c'est important de concevoir ce dispositif au cœur même des bassins d'emploi pour permettre à l'ensemble des salariés concernés de continuer à vivre, hein, comme tu le disais Kathleen, sur leur lieu de vie et de pouvoir continuer à travailler donc sur ce lieu de vie. Il me semble aussi important de considérer aussi l'ensemble de l'écosystème des acteurs. On voit bien qu'au travers de l'innovation de ce dispositif, hein, qui encore une fois est co-construit, partenaires sociaux et État, appelle l'ensemble des acteurs à interagir entre eux et ce sont les actions des uns et des autres qui en feront sa réussite. Le cœur étant bien sûr les salariés. Donc, toutes les parties prenantes sont concernées dans cet écosystème, toutes. Et il me semble que c'est, Kathleen parlait d'expérimentation, c'est une opportunité, je trouve, assez formidable d'agir tous dans un sens commun. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir aussi dans ce dispositif pour permettre à chacun de rebondir comme il se doit. Et encore une fois, dans l'anticipation, d'être en anticipation et non pas, comme assez souvent, il faut bien le dire, en résolution ex post à partir de phénomènes qui ont pu se présenter ou intervenir au sein des entreprises. On est vraiment le plus en amont possible. Donc merci à tous, merci à tous les participants d'être présents aujourd'hui. Merci à l'Opcommerce, à Philippe, à la TEPRO Île-de-France avec Stéphane, et puis bien sûr à l'IGS qui nous a gentiment conviés à ce webinaire. Et j'espère en tout cas que cette interaction avec tous vous permettra voilà, d'y voir encore plus clair et de mobiliser autant que de besoin ce dispositif. Alors, Sophie, je vois dans les questions qu'il y a une demande sur les aspects très opérationnels du dispositif, mais pour répondre aux participants qui posent cette question, on va évidemment zoomer davantage au cours du webinaire. Et il y a une question en revanche de calendrier. Autour du calendrier de mise en œuvre de ce dispositif-là. Peut-être vous pouvez nous donner quelques indications, Kathleen ou Sophie? Comme tu veux, Sophie. Ouais. En fait, le calendrier, on a effectivement, hein, on est resté sur la philosophie puisque vous avez prévu un détail sur le mode de fonctionnement, ce qui nous semblait important de partager la philosophie du dispositif. Sur le calendrier, donc on a rédigé et co-construit, comme j'ai indiqué avec les partenaires sociaux, une instruction qui a été diffusée le 11 janvier dernier, qu'on trouve par ailleurs sur le site du ministère du Travail. Pour autant, pour les entreprises et les salariés, on incite fortement plutôt à se tourner vers les opérateurs, les parties prenantes dont l'objectif est de traduire finalement et d'intervenir au bon moment et de traduire toutes les questions relatives au dispositif. Mais donc là, tout est en train de se mettre en place et on espère, et c'est tout l'enjeu, avoir très rapidement les entreprises et les salariés qui pourront rentrer dans le dispositif. Mais concrètement, les acteurs sur les territoires sont quasiment prêts à pouvoir, et en tout cas s'ils ont un dossier qui vient se présenter, ils sauront trouver les moyens de l'accompagner. Donc là maintenant, pour pouvoir finalement avoir des retours sur ce dispositif expérimental, sur un sujet qui n'est pas simple, encore une fois, la reconversion, l'anticipation, c'est pas aisé. Il faut qu'on ait des entreprises et des salariés. Donc voilà, et ça va nous nourrir collectivement
pour pouvoir peut-être potentiellement ajuster le dispositif. Donc on est prêt collectivement. Maintenant, il faut qu'on ait des candidats. Merci Kathleen pour cette réponse. Si vous avez d'autres points à ajouter, Sophie ou Kathleen, sinon on passe la parole à Philippe et Stéphane. On peut dérouler, je pense. Oui, allons-y alors. Donc, voilà pour le processus général. L'idée, c'est là de vous donner une vision, on va dire, du mécano du dispositif et comment il va s'orchestrer sur les territoires. J'ai la parole à Philippe. Ah, vous ne pouvez pas parler. Comment ça, vous ne pouvez pas parler? Ça, c'est pas normal. Alors, Philippe ne peut pas parler. Moi, je vais vous. Voilà. Vas-y, Philippe, je t'en prie. Vous pouvez parler. Allez-y. C'est parfait. Ça y est, je peux parler. Philippe a la parole. Stéphane, je commence et Je t'en prie, Stéphane, vas-y. et tu enchaînes. Et je poursuis, tu as raison. Allez. Alors, je vais garder les bonnes pratiques. Je vais remercier déjà tout le monde pour nous avoir invités, l'Opcommerce, et pour effectivement prendre part à la discussion. Juste l'Opcommerce, un petit peu de pub. Donc, un des 11 OPCO dédié au secteur du commerce. Le secteur du commerce, je pense que tout le monde s'en fait une représentation assez évidente, puisque c'est tous les commerces que en général, on fréquente tous à un moment ou un autre de la journée ou de la semaine. Et juste pour vous dire, donc 90 000 entreprises, 1 700 000 salariés. Et surtout pour vous dire des choses qui sont certainement évidentes pour nous tous en termes de consommateurs, un secteur qui est en pleine mutation. Donc, bien sûr, on parle du digital. Je ne vais pas faire de pub à aucun grand nom, mais on voit toute la transformation qui était déjà en train de s'opérer, même avant la crise sanitaire. Donc, le digital, le click and collect, les drives, tous les mots qui apparaissent dans le commerce, la livraison, tout ce qu'on appelle le figital dans l'espace du commerce, c'est-à-dire tant en amont de la prise de commande qu'en aval aussi de la livraison ou de la récupération du produit. Et puis, le deuxième grand défi du commerce, c'est quelque chose qui est pareil, assez transversal à toute l'économie, c'est l'enjeu environnemental à deux niveaux, déjà par rapport à des enjeux de respect. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, là, je ne sais pas qui fait la vaisselle en même temps. Mais il y a l'enjeu donc environnemental au plan de respect de l'environnement, mais aussi beaucoup ce qui impacte beaucoup le commerce, c'est tout simplement les consommateurs qui ont vraiment des logiques d'achat qui évoluent et qui exigent de la part des fournisseurs, des commerçants, ce respect de l'environnement. Donc ça, c'est des grandes évolutions qui sont en cours. Et puis on en arrive à la crise depuis un an, où tout ça a été exacerbé. Et autant, bien sûr, comme les commerces en partie étaient fermés, eh bien, le commerce a dû aller encore plus loin dans le digital. Mais sachez aussi qu'on a fait des études sur le comportement des citoyens, des consommateurs, et que l'enjeu environnemental s'est aussi accru avec la crise. Donc, dans les critères d'achat, ça joue encore plus. La crise, elle a impacté un peu de manière très variable le commerce. Il y en a qui ont quasiment continué à vivre comme avant. Si je vous parle de l'alimentaire, oui, on a commencé à continuer à se nourrir. Il y en a qui vont même mieux. Ça peut paraître impertinent, mais par exemple, tout ce qu'on appelle l'équipement du foyer, eh bien, se porte pas trop mal. Et puis, il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. C'est ce qu'on appelle, de manière assez générique, l'équipement de la personne. J'en arrive un peu. Donc, tout ça pour vous dire que par rapport en introduction aux transitions collectives, en fait, on va avoir des… Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des métiers porteurs dans le commerce. Il y a des secteurs du commerce qui vont bien, voire même mieux. Ça peut paraître surprenant. Et puis, il y a des secteurs du commerce qui ont été fortement impactés par le Covid.
et où c'est compliqué. Et là, pour en arriver aux transitions collectives, c'est super passionnant. Enfin, on est hyper enthousiaste par rapport à cette innovation sociale, parce que je pense que c'est vraiment une expérimentation qui pose les relations entre employeurs et salariés sous un autre jour. Ça a été dit, hein, c'est le jour de l'anticipation. Alors, je ne vais pas reprendre tous ces enjeux, et on est très enthousiaste. On est très enthousiaste par rapport à ce dispositif. Alors, on en vient au rôle des OPCO en général, et notre rôle, eh bien, il est, comme on le voit sur ce graphique, relativement en amont du dispositif, puisqu'on a l'habitude d'avoir des relations de proximité avec nos entreprises sur les territoires. Tous les OPCO sont organisés sur tous les territoires avec ce qu'on appelle des forces front, des conseillers qui vont voir les entreprises. Et là, eh bien, notre premier sujet, ça va être d'informer largement les entreprises sur le dispositif. Donc là, il y a un enjeu de communication et de bonne communication, je pense, pour que le projet parte du bon pied. Donc, c'est clair qu'il y a des vocables à utiliser et peut-être d'autres à éviter. Donc, il y a un cadrage de la communication qui est en train de se finaliser sous l'égide de l'État, et on fera bien attention à respecter ces consignes de communication. Une fois une communication assez large, eh bien, on aura un contact plus individualisé au travers de nos forces front, soit par téléphone ou bien sûr en physique si c'est demandé par l'entreprise, pour préciser un peu plus les tenants et aboutissants du dispositif. Et puis, comme c'est mentionné, rappeler que tous les OPCO ont dans leur panoplie d'offres de services ce qu'on appelle des diagnostics RH de manière générique. Et donc, c'est des prestations qu'on confie à des cabinets indépendants sur les territoires qu'on sélectionne et qui ensuite, ensuite, on finance ces prestations plus ou moins généreusement, souvent très généreusement dans les petites entreprises. Parfois, ça peut être le niveau de financement peut varier pour les plus grandes. On peut même avoir des appuis de l'État. Hein. L'État cofinance souvent ces diagnostics. Et donc, ces diagnostics, ils vont aider l'entreprise, la TPME ou la plus grande entreprise, à structurer ce projet au travers notamment d'un accord GEPP. Alors, je crois que tout va partir de manière concrète quand l'entreprise aura finalisé cet accord GEPP. Alors, dans les plus de 300 salariés, il y a des obligations légales en matière de GEPP, mais c'est vrai qu'au niveau des plus petites, là, c'est pas imposé par la loi. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'y aventurer. Ça va être très nouveau pour elle, même si l'instruction évoquée tout à l'heure par Kathleen et Sophie au niveau de la DGEFP, l'instruction du 11 janvier prévoit un accord hyper simplifié. Donc, je crois qu'on peut difficilement faire plus simple, mais en tout cas qui va permettre d'identifier dans l'entreprise tous les emplois, les entreprises qui ont des emplois fragilisés. Donc, le vocable est très important et nous, donc, on va se situer en amont pour informer les entreprises et pour leur mettre un peu le pied à l'étrier vis-à-vis de ce dispositif et pour arriver progressivement avec l'appui ou non d'un cabinet qui fera un diagnostic RH. Ça, c'est à la demande, mais arriver à cet accord GEPP qui va donc, c'est la troisième étape sur le graphique qui vous est montré, qui va donc déboucher qui va être déposé auprès de la directe. À partir de là, il y a une zone un peu frontalière et je vais céder la parole à Stéphane. Pardon Philippe, j'ai deux questions alors, il y a une question concernant les OPCO. La question, elle est, est-ce que l'ensemble des OPCO sont tous mobilisés de la même manière sur ce dispositif? Alors, je vous relève l'ensemble des questions. Est-ce que les grandes entreprises peuvent se servir de ce dispositif pour faciliter de la mobilité interrégionale, éventuellement, ou régionale? Et sur l'AMI, les implications des OPCO, alors ça c'est plus une remarque, semblent à géométrie variable. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments de réponse? Alors, trois éléments de réponse et qui vont certainement être incomplets. Alors, tous les OPCO mobilisés, je ne vais pas répondre pour mes collègues, mais j'ai l'impression que oui. Enfin, en tout cas,
En tout cas, la ministre elle-même, quand on était réunis auprès d'elle le 12, je crois que c'était le 12 janvier, nous a clairement demandé de participer à cette expérimentation. Et bon, je n'ai pas connaissance que certains se soient opposés ou effrénés. Donc, je pense que tous les OPCO vont se mobiliser sur ce dispositif. Ensuite, question au niveau des grandes entreprises, je réponds en 2 temps. Certaines grandes entreprises n'ont pas attendu même que les OPCO se mobilisent. Il y en a qui sont déjà partis très vite dans le dispositif et qui avancent. Donc, je dirais que j'ai même envie de dire le passage OPCO, il n'est pas imposé, hein, mais on est là pour favoriser la mise en place, le faire connaître et favoriser la mise en place du dispositif. Maintenant, si une entreprise se sent d'attaque, et notamment des grandes entreprises où il y a des DRH qui ont envie d'y aller avec leur accord GEPP et déposer ça à la directe, il n'y a pas de, on n'est pas incontournable dans le dispositif. Au contraire, on pourra plus se concentrer sur les TPE, PME. Bien sûr, on reste à leur disposition. Maintenant, sur les bascules interrégionales, bonne question. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est à l'intérieur d'un même groupe jouer sur des mobilités. J'ai envie de passer la parole à Kathleen. Qui a eu apparu à l'écran. Donc, voilà, vous pouvez appeler un ami. J'appelle un ami. Kathleen, peut-être? Oui, vous avez le son. A été coupé. Oui, oui, et puis après, on aura le vote du public, mais à la fin. Mais oui, je voulais aussi apporter un complément par rapport aux mobilisations des autres OPCO, comme l'a indiqué Philippe. Enfin, c'est vrai que nous, on est très attentifs, et vous savez qu'au niveau de l'État, on a des conventions avec les opérateurs de compétences, tous. Et bien sûr, transition collective fait partie des dispositifs, mais pas que, hein, il y en a d'autres. Il faut aussi, encore une fois, il faut rappeler que c'est un dispositif parmi d'autres, hein, et qu'on a vraiment essayé d'apporter des solutions très concrètes aux difficultés auxquelles font face aujourd'hui les entreprises et les salariés. Donc bien sûr, on a des points réguliers avec les OPCO, on veillera à leur mobilisation. Après, il faut aussi voir que tout ça est très nouveau. Il faut laisser le temps peut-être dans les territoires, et on reviendra sur la question des plateformes, le temps de s'organiser. Et voilà, et les acteurs sont en cours, sont en ordre de marche, mais faut juste se laisser un petit peu de temps. L'instruction, encore une fois, est parue le 11 janvier, donc il faut aussi laisser le temps à tout le monde de se positionner. Pour ce qui concerne la mobilité interne, ce n'est pas l'objectif du dispositif. L'objectif du dispositif, il vise finalement à répondre à des enjeux de reconversion qu'on ne traitait pas aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était compliqué pour un salarié de se voir financer une reconversion assez longue en dehors de l'entreprise. Indépendamment d'un projet très très individuel sous l'angle du projet de transition professionnelle individuelle, mais de manière collective, il n'y avait pas de dispositif qui existait sur ce volet-là. Donc là, transition collective ne répond pas à un enjeu de mobilité interne ou de développement de compétences internes. Pour ça, on a d'autres dispositifs, y compris le FNE formation ou la PROA à l'échelle d'un même secteur, qui vont permettre de répondre aux enjeux de développement de compétences, parce qu'il y a des enjeux de mutation, on en est conscient, hein. Transition collective ne répond pas à tous les enjeux de mutation. Il vient répondre à comment je me reconvertis en anticipation dans une autre entreprise et comment je peux être accompagnée financièrement dans ma rémunération et mes coûts pédagogiques pour pouvoir intégrer à la fin de mon parcours, si je trouve un emploi qui correspond à ma reconversion, hein, parce que ce n'est pas automatique, pouvoir intégrer une autre entreprise. Donc, on ne vient pas répondre avec ce dispositif à un enjeu de mobilité interne. Il y a d'autres choses qui existent. Alors, j'ai d'autres questions. Là, il y a beaucoup de questions. Mais ça, je la réserverai pour Stéphane après par rapport à la prestation. Ah non, pardon. Sur la transition, est-ce que ce dispositif de transition collective ne va pas créer un doublon avec la prestation conseil RH, le diagnostic RH qui était déjà proposé dans l'offre de service des OPCO? Après, c'est des… là, je vais parler que pour l'OPCommerce. Au niveau des diagnostics, on peut leur donner une couleur en matière d'entrée. C'est-à-dire que nous, on a déjà fait
on a fait évoluer le diagnostic par rapport avec une tonalité digitale, par rapport aux compétences digitales, où on est en train de travailler justement sur un diagnostic avec une couleur environnementale par rapport aux enjeux que je vous évoquais tout à l'heure. Là, pour le coup, on est en train de faire le même diagnostic, donc c'est pas de la concurrence, c'est de la complémentarité et d'affiner l'approche en fonction du contexte. Et là, pour le coup, effectivement, on est en train de finaliser là un diagnostic coloré, transition, pour que le cabinet qui intervienne sache clairement que voilà dans quel contexte il intervient et il vient pour ça, quoi. Et du coup, j'ai Voilà, aussi donc, une question. Je profite. Merci Philippe. Je profite que Kathleen est encore en ligne. Sur la question de l'accord GEPP, la question c'est est-ce que l'accord GEPP est uniquement pour les entreprises ayant des emplois menacés, mais ce n'est pas nécessaire pour les entreprises qui vont recruter des futurs salariés en reconversion. Alors, Kathleen, on a pu... Effectivement, c'est exactement ça. Le point de départ, comme le disait Philippe, et c'est important, c'est le dialogue au sein d'une entreprise pour identifier des emplois fragilisés. Mais pour les entreprises qui recrutent, bien entendu, elles n'ont pas besoin de négocier un accord GEPP. Hein. Enfin, là, on essaie d'avoir un système fluide. Donc, ce n'est pas nécessaire pour celles qui recrutent. D'accord. Alors, il y a une autre question sur le fait que est-ce qu'il peut être utilisé dans le cadre d'un PSE, PDV, RCC ou APC et donc non en anticipation? Non, il ne peut pas être utilisé en cas de PSE, PVD ou RCC. Encore une fois, on ne résout pas toutes les difficultés avec transition collective, mais on vient par contre apporter une réponse à un enjeu sur lequel on tournait beaucoup collectivement, qui est cette reconversion par anticipation sur des parcours un peu longs, puisque, comme l'a dit Philippe, hein, il y a des grandes entreprises qui ne nous avaient pas attendu pour entrer dans ce type de dispositif, hein, dans le cadre de leur accord de GPEC anciennement, enfin de leur accord de GPEC. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner en anticipation. On ne vient pas remplacer les dispositifs existants et notamment autour du DPSE ou des RCC. Voilà. D'accord. Donc là, il y a une autre question qui est approchante. Est-ce que les entreprises peuvent l'utiliser pour anticiper, entre guillemets, le prix d'un PSE? Non, mais après, oui, on peut toujours faire de l'optimisation de dispositifs, hein, mais là, on sait que le contexte va être compliqué pour les entreprises et pour leurs salariés. Enfin, c'était déjà le cas parce qu'il y avait des mutations économiques très fortes, hein, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Mais là, c'est vrai qu'on voit bien qu'avec la crise sanitaire, il y a des modèles économiques qui sont en train d'être revus finalement assez fortement, et y compris de secteurs qui étaient très porteurs juste là et qui vont devoir revoir leur modèle. Je pense notamment à tout le volet aérien. Enfin voilà. Et donc, c'est ça qu'on vient accompagner. Après, on regardera un peu au cas par cas la mobilisation du dispositif, mais on voit bien que tout ça n'est pas simple et on sait que parfois les choses s'accélèrent, qu'on peut être en anticipation et puis qu'à un moment donné, il y a un PSE qui arrive. Et donc, on traitera ces cas-là. Mais l'objectif, c'est vraiment d'apporter cette brique. S'il y a un mot qu'on aura beaucoup répété, c'est la question de l'anticipation. Mais qui, à notre sens, permet de sécuriser finalement des parcours. Ce que je comprends, en tout cas, si je peux me permettre de compléter ce que vous venez de dire, Kathleen, c'est que c'est un dispositif qui est mis en place et qui a vocation à durer dans le temps. Il y a une question autour de ça, justement. Et donc, on n'est pas juste en traitement curatif de la crise que nous sommes en train de traverser, mais plutôt dans une logique d'installer un dispositif de longue durée d'anticipation, justement, plutôt sur le volet préventif. Sur le marché de l'emploi et qui a justement les mutations, comme vous l'aviez évoqué au tout démarrage, les mutations, elles sont de plein d'ordre, elles ne sont pas que d'ordre économique, écologique, digital, comme l'a évoqué Philippe. Voilà, on a quand même un certain nombre d'autres dimensions sur les mutations que purement économiques. Est-ce que Stéphane, vous êtes avec nous?
Bien sûr, je vous écoute avec attention. Donc, vous souhaitez que je prenne la parole, c'est ça, que je prenne la suite. Je vais prendre la parole donc, dans un premier temps. Bonjour à toutes et à tous et heureux de pouvoir participer à ce webinaire. Je prendrai la parole un peu en aveugle parce que je n'ai pas les slides, mais je vais continuer quand même et redonner quelques éléments peut-être de contexte. Et vous dire qui est Transition Pro, ça fera partie de mon intervention, ça sera 30 secondes. Transition Pro, c'est l'ex-FONGECIF que vous connaissez tous, qui est apparu en 1983, c'est la loi de fer, donc sur la gestion du congé individuel de formation. Donc depuis la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons changé d'appellation puisque nous appelons maintenant Transition Pro et notre périmètre d'intervention a évolué. Nous sommes, on va dire, un acteur donc qui accompagne les mobilités professionnelles, les reconversions, autour notamment de deux dispositifs, qui est le dispositif générique que vous connaissez aussi certainement, l'ex-CIF, qui s'appelle maintenant le projet de transition professionnelle, donc à l'initiative du salarié qui souhaite se reconvertir. Et nous portons maintenant ce qu'on appelle les transco, les transitions collectives, dans le cadre des 500 millions donc affectés par l'État pour justement accompagner les entreprises et les salariés qui seraient frappés par des mutations sectorielles. Vous l'avez bien compris, l'enjeu de ce dispositif, c'est bien donc les mutations sectorielles qui ont des impacts importants sur les entreprises. Donc, c'est d'anticiper ces mutations sectorielles. J'avais une discussion, ça a fait donc 1 heure, par exemple, avec un acteur de la grande distribution qui me disait disparition des caissières, potentiellement, en tout cas, c'est un métier qui peut disparaître. Caisse automatique, les flux vont passer donc en grande partie aujourd'hui à 40% par des caisses automatiques. Je vous parle pas d'Alibaba qui va même jusqu'à donc maintenant un paiement par reconnaissance faciale. Enfin bon, vous voyez bien que d'un côté on a des secteurs qui ont des mutations importantes et de l'autre côté on a aussi dans le cadre de ces mutations des secteurs qui recrutent et d'entreprises qui recrutent et qui ont besoin de compétences. Et c'est cette fameuse passerelle que va constituer le fameux Transco. Alors, dans ce contexte-là, vous avez vu que le parcours qui est le vôtre, c'est un parcours qui est balisé, qui est accompagné, qui est sécurisé. Parcours de l'entreprise et parcours du salarié pour faciliter justement le recours à ce dispositif. Donc, vous avez là aussi intégré, et Philippe l'a évoqué, la première étape qui est donc une étape, à mon avis, importante, qui est celle de poser un diagnostic. C'est l'accord de GEPP, de gestion de l'emploi et des parcours professionnels, puisque donc vous allez pouvoir de ce fait poser ce diagnostic autour des emplois dits fragilisés, dans cette dynamique d'accord GEPP, autour de la performance, la compétitivité de votre organisation. Et donc, quand je parle de compétitivité, je parle de compétitivité dite globale, c'est-à-dire notamment concernant ou intégrant la RSE. C'est ce premier élément important qui va vous amener à identifier ces fameux emplois fragilisés et anticiper potentiellement la disparition de ces emplois. De cet accord GEPP qui est construit, élaboré en lien avec l'OPCO si nécessaire, qui vous propose une offre de service pour vous accompagner et structurer tout cela, vous allez donc pouvoir déposer cet accord GEPP qui sera donc de ce fait reconnu par la directe. Ça veut dire qu'une autre étape va arriver qui va être celle, en fin de compte, d'informer vos salariés qui pourraient être concernés par justement ces emplois fragilisés. Et là encore, nous sommes en capacité de pouvoir vous aider, c'est-à-dire le conseil en évolution professionnelle, mais aussi Transition Pro peut être en capacité de vous accompagner, de faire cette information auprès de vos salariés pour leur expliquer déjà les éléments d'éligibilité et mettre en avant les intérêts qu'ils peuvent retrouver dans une mobilité dite sécurisée, d'anticipation vers des métiers dits porteurs. Donc ça, c'est là aussi une offre de service pour accompagner votre structure et amener les salariés volontaires à rentrer dans ce dispositif de prise en charge, donc Transco, et nous allons voir donc le degré de prise en charge.
Ça veut dire que parallèlement à cela, ce dossier de votre côté, hein, de transition collective, vous pourrez le déposer sur votre espace ici personnel, espace donc sur les transitions, sur les transco, enfin sur les espaces transco dans nos associations, qui vous permettra de ce fait donc après d'avoir des salariés qui vont pouvoir construire leur projet en lien justement avec leur mobilité professionnelle vers un autre métier, vers un autre secteur. Ils vont être accompagnés, là encore, ces mêmes salariés, par le conseil en évolution professionnelle qui est obligatoire et qui va leur permettre de mûrir ce projet de reconversion vers un autre métier, vers un autre secteur, en leur donnant toutes les informations nécessaires sur les métiers porteurs, et quand je parle de métiers porteurs, je parle de métiers porteurs notamment ou plus particulièrement au niveau des bassins d'emploi, au niveau des secteurs qui sont les leurs, et quand on parle de bassin d'emploi, c'est vraiment au plus proche de leurs besoins en matière de mobilité. Et le CEP va avoir vraiment ce rôle d'accompagnement du salarié pour construire ce projet et ainsi lui permettre de rentrer dans le dispositif de Transco. Et quand on avance donc dans ce dispositif, on voit quoi? On voit arriver. Voilà, moi je m'entends en même temps. Donc on voit donc après arriver le dépôt du projet du salarié qui va donc être un acteur en fin de compte de son projet professionnel, de son parcours professionnel et déposer ainsi donc chez nous, association Transition Pro, son dossier de volontariat pour justement rentrer dans le cadre d'un transco. Ce dossier ayant été accompagné par le Conseil en évolution professionnelle. Et ce dossier va être étudié par chez nous une commission paritaire qui va évaluer la cohérence du projet, la pertinence du projet, mais aussi ses débouchés en matière d'emploi, et valider ce dossier afin qu'il puisse ainsi rentrer dans ce dispositif. Il rentrera alors dans ce dispositif et donc ce salarié sera in fine pendant une période qui peut aller jusqu'à 24 mois donc dans une formation prise en charge, on reparlera de la prise en charge, avec un contrat qui est suspendu le temps de la formation. Bien évidemment, donc cette même formation verra la prise en charge, et c'est ce qui est aussi important pour vous, prise en charge, on verra donc tout à l'heure selon quelle modalité, quel degré, des coûts de formation, je parle là des coûts pédagogiques, des coûts annexes, des charges sociales, mais aussi des rémunérations de ces mêmes donc collaborateurs partis en formation, rémunérations chargées comme j'ai pu vous le dire. Donc, c'est aussi sur le plan de la prise en charge financière, un moyen aussi d'accompagner cette mobilité tout en ayant une démarche de sécurisation des parcours de ces salariés. Voilà un peu comment va se passer ce parcours, comment il est balisé, comment il est accompagné pour simplifier et sécuriser donc aussi bien le salarié dans son parcours de reconversion et l'entreprise qui souhaite s'engager dans le cadre donc de l'anticipation des mutations sectorielles. Merci Stéphane. Alors, on a plein de questions qui émergent. Qui en découlent, oui. Qui découlent de votre intervention. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises là. Le CEP, alors la validation du projet du collaborateur, elle doit nécessairement être faite exclusivement par le CEP. Alors, le conseil en évolution donc professionnelle est une étape dite obligatoire. Mais pourquoi? Là aussi, ça a de la valeur ajoutée. Elle doit permettre aux salariés vraiment de faire mûrir, maturer son projet professionnel. Vers quel secteur je souhaite aller, avoir une visibilité sur les secteurs qui recrutent, les métiers qui recrutent. Avoir peut-être une meilleure compréhension justement de ces secteurs, de ce métier, de voir aussi les convergences entre le métier qu'on fait actuellement et le métier qu'on souhaite faire demain. Je parlais par exemple du métier de caissier ou de caissière. Tiens, on voit par exemple
notamment des projets qui commencent à être déposés autour de la possibilité d'aller vers un métier de caissier ou de caissière, vers des métiers, par exemple, du sanitaire et social. Et bien, ces salariés qui pourraient rentrer dans ce parcours, dans ce dispositif donc de transformation, en fin de compte, hein, de leur vie professionnelle vers un métier donc porteur et qui recrute, eh bien, il faut qu'ils travaillent aussi sur la formation, sur donc l'individualisation de cette formation, sur le positionnement préalable, enfin tout ce qui va l'amener à avoir le plus de succès possible in fine d'aller vers ce métier porteur et de réussir ce projet de reconversion. Donc oui, c'est une étape qui est une étape obligatoire dans le parcours du salarié, mais parce que ça apporte une valeur ajoutée. D'accord. Parce que la question, en fait, plus largement, est-ce que ça peut être validé dans le cadre d'un bilan de compétences? Dans ce cas, si c'est dans le cadre d'un bilan de compétences, est-ce il peut être financé par le plan de développement des compétences? Et il y a également, et là, j'ouvre la question à tous nos intervenants, il y a la question des secteurs. Alors, la question des secteurs, c'est quels sont les secteurs qui sont susceptibles d'être le plus intéressés par ce dispositif? Et ensuite, la liste des métiers prioritaires, parce qu'il y a une liste qui a été établie par le ministère dans le cadre de France Relance, notamment, et il y a la question de l'accès à ces listes de métiers les plus prioritaires et les secteurs susceptibles d'être le plus intéressés. Et une dernière question directement à votre endroit, Stéphane, c'est est-ce que ça peut financer la création d'entreprises? Est-ce que ce dispositif peut financer la création d'entreprises pour un collaborateur, par exemple, qui souhaiterait reprendre une boucherie, un magasin, voilà. Et même s'il est salarié d'une entreprise aujourd'hui, est-ce que ce dispositif-là peut permettre justement de financer un projet d'entreprise? Oui. Alors, la question sur justement les secteurs qui recrutent, bien évidemment, j'y répondrai pas. Non, je joke. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on est dans une dimension que vous évoquez, qui est une dimension macro. L'intérêt, c'est d'arriver donc au niveau de manière, je dirais, en entonnoir en quelque sorte, et avec une granularité la plus fine possible au niveau de la région et au niveau du bassin d'emploi. Donc, il y a dans un premier temps des listes, en effet, qui ont été publiées, entre guillemets, que vous pouvez retrouver sur notre site. Par exemple, en Île-de-France, c'est une liste de 31 métiers porteurs, mais qu'on a élargie parce que cette liste n'est pas une liste obligatoire sur ces métiers donc dits porteurs qui représentent, je crois, à peu près 45% de l'emploi, par exemple, l'emploi salarié en Île-de-France. Donc cette liste a été avec donc là aussi le conseil et l'éclairage du CREFOP a été donc publiée par le préfet et est disponible. Mais cette liste, elle n'est pas exhaustive, je tiens à le dire, et donc il y a la possibilité, là encore, d'aller vers d'autres métiers que cette liste-là. Elle est à titre indicatif, même si on sait que là, il y a vraiment des opportunités de trouver un emploi dans des démarches dites pérennes. Donc, là encore, c'est en lien avec nous et le CEP que le salarié va pouvoir s'informer sur ces métiers dits porteurs et construire son projet professionnel. Voilà pour la réponse à la question justement des fameux métiers porteurs pour des salariés qui souhaiteraient anticiper justement ces mutations sectorielles. L'opportunité qui est offerte aux salariés d'aller vers une formation. Cette formation, donc, elle a un objectif, c'est d'aller après vers un emploi salarié. Vous avez d'autres dispositifs de création d'emploi, notamment le dispositif démissionnaire de création d'entreprise, excusez-moi. Le dispositif démissionnaire, par exemple, qui est un dispositif intéressant pour justement des collaborateurs ou des salariés qui souhaiteraient démissionner pour créer leur entreprise ou reprendre une entreprise. Là encore, comme il a été dit par la DGEFP ou la Directe, nous avons bien ce dispositif des Transco qui est un dispositif qui s'inscrit
dans une boîte à outils avec d'autres dispositifs qui peuvent répondre donc selon les cas, les spécificités des cas qu'on évoque, et bien, qui peuvent répondre donc à l'ensemble ou à la palette des situations que nous rencontrons. D'accord. Merci Stéphane. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Philippe, sur la partie sectorielle, par exemple? Je rebondis sur la partie, le lien branche ou pas? Parce que à la rigueur, ça ferait le lien avec, ou si Tout à vous fait. voulez. Allez, allons-y. Alors, je reprends la parole et j'en profite pour faire le lien avec la logique de branche. Enfin, en préalable, par rapport à une question tout à l'heure sur l'opérationnalité de ce dispositif, de cette innovation, moi, je pense que la grande force de ce dispositif et l'astuce, si j'ose dire, c'est qu'elle elle n'invente rien dans la mesure où elle utilise les acteurs et les outils en place. Donc, en revanche, l'astuce, elle vient dans l'articulation de tout le monde et dans la mise en relation, en synergie de tous les acteurs. Le véhicule de gestion, c'est le projet de transition professionnelle qui est donc géré par, en Ile-de-France, Stéphane, avec l'association Transition Pro. Mais autour, vous voyez qu'il y a les acteurs du CEP, il y a les acteurs publics, il y a les OPCO, et qu'en fait, il s'agit, l'astuce, elle est dans la mise en relation de tout le monde et en synergie. Et c'est là où c'est particulièrement intéressant, enfin en tout cas, au niveau de l'OpCommerce, on trouve ça très intéressant parce que ça peut être opérationnel tout de suite, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit, il faut juste se mettre en route, se mettre dans cette nouvelle dynamique. Donc ça, c'était le préalable. Sachant que, vous voyez, il va y avoir quand même 2 temps, si je peux me permettre. Il va y avoir un temps où il y a des personnes qui vont initier leur projet de transition professionnelle pour se reconvertir, se former, se qualifier vers un métier porteur. Donc là, c'est la première étape en fait, avec donc le temps de mettre en place des accords GEPP, que les gens partent en formation, etc. Et puis la phase de recrutement, elle va arriver dans un deuxième temps. C'est-à-dire c'est une fois que toutes ces personnes-là seront parties, comme on dit, en formation, se seront requalifiées, et qu'à la fin du processus, elles décideront d'aller, donc ça dépendra de leur choix, hein, décideront d'aller de migrer vers ce nouveau métier, de l'occuper. Donc, la phase de recrutement, elle intervient dans un second temps quand même. Alors, ça prendra peut-être pas des années, c'est pas le but, mais ça va quand même prendre à minima quelques mois avant d'être dans la phase 2. Oui. Ça répond indirectement à la question tout à l'heure des appels à manifestation d'intérêt où les OPCO jusqu'ici ont répondu de manière hétérogène. Oui, parce que je pense qu'en tout cas, à l'OpCommerce, on n'a pas répondu pour l'instant à ces appels à manifestation d'intérêt parce que pour nous, ça présente un intérêt dans un deuxième temps et ce n'était pas la priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ira, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, on verra dans un deuxième temps. Mais ce n'est pas exclu de prime abord. Juste le rôle des branches. Le rôle des branches pour moi, parce que à la rigueur, si j'ai une toute petite critique à formuler vis-à-vis de ce dispositif, c'est justement que les branches ne sont pas vraiment dans la partie, alors que je pense qu'elles peuvent avoir un rôle important. Un rôle important à 2 niveaux. Un, tous les travaux de branche d'anticipation visent souvent à identifier les métiers menacés, mais souvent justement les métiers porteurs, les nouveaux métiers. Donc là, il y a une richesse dans tous les travaux d'observation au niveau des branches, dans les observatoires. Et là, clairement, aujourd'hui, nous, les branches, on les consulte par rapport aux listes qui sont publiées dans chaque région pour voir si elles s'y retrouvent et s'il n'y a pas des métiers à inscrire en supplément. Donc ça, c'est la partie métier porteur. Et sinon, dans l'autre volet, là où il y a des entreprises qui ont des emplois fragilisés, eh bien, moi, je vois aussi un rôle des branches à ce niveau-là. Déjà, en anticipation et avec le soutien de l'État, il y a des branches, je vous disais notamment de l'équipement de la personne, qui se sont engagées dans ce qu'on appelait, nous, un diag flash, je ne sais pas, ou le pic Covid, je ne sais pas trop comment rappeler ça, mais en tout cas, de l'analyse un peu de l'impact du Covid et de quelles sont les entreprises et avec quelle volumétrie sur le territoire il y a des emplois justement fragilisés. Donc ça va nous aider. C'est une bonne entrée en matière pour aller voir les entreprises ensuite et les accompagner. Et puis très concrètement,
vous savez que dans une entreprise, quand il y a des pans, quand c'est compliqué, c'est pas évident d'intervenir. Et c'est même pas dit que les entreprises vont toujours, nous, OPCO, nous confier le fait qu'elles connaissent des difficultés. C'est pas évident pour un chef d'entreprise de l'avouer. Il sait aussi que c'est risqué parfois de l'avouer. Donc, il faut un certain climat de confiance. Et c'est là où, pour nous, les branches peuvent jouer ce rôle de médiateur en amont, au niveau de l'information, pour rassurer, pour être facilitateur, voire même pour éteindre le feu, parce que ma crainte, moi, ça serait qu'un conseiller en entreprise, en voulant bien faire, finalement, que le dispositif soit mal compris et que dans un climat tendu, il y a que ça s'enflamme un peu. Et là, pour le coup, moi, je vois vraiment un grand soutien aux partenaires sociaux de chacune des branches. Et en tout cas, j'essaie de les convaincre, parce que jusqu'ici, ils ont peu été impliqués dans le dispositif qui a été négocié en interprofession, de leur dire qu'ils sont là aussi pour rassurer, et que j'aimerais bien, en tout cas, qu'ils viennent nous soutenir s'il y avait le feu qui se déclenchait, pour rassurer tout le monde. Voilà, c'est une démarche innovante d'anticipation, volontaire au niveau de l'entreprise, au niveau de l'individu, du salarié. Mais c'est vrai que parfois, on va être dans des climats tendus. Et c'est là où les branches, je pense, peuvent vraiment jouer leur rôle de médiateur social, et pour rassurer que tout ça, ça se fait de manière cadrée, et que c'est pour le bien de tout le monde, si j'ose dire, et qu'il n'y a pas de loup derrière ce dispositif. Voilà, je me tais. Merci Philippe. Non, mais c'est il y a énormément de questions. Alors, je vais quand même juste préciser quelque chose par rapport à l'intention de ce webinaire. C'est que on est vraiment dans, on va dire, la mécanique et l'état d'esprit du dispositif, et comment il va fonctionner dans ces grandes articulations. On ne va pas pouvoir répondre parce qu'il y a énormément de questions très précises sur des cas particuliers, de cas de figure, de salariés qui voudraient se positionner sur des métiers non porteurs. Est-ce que le dispositif peut accompagner, par exemple? La question est revenue de la liste des métiers du ministère, la liste des métiers en tension, et où cette liste est disponible. Donc, je vous la resoumets, Sophie et Kathleen. Oui. Il y a une autre question, également sur comment les branches, là c'est directement par rapport à ce que vient de dire Philippe, comment les branches remontent leurs besoins sur leur métier en tension. Il y a quand même un outil des OPCO qui est les observatoires, et qui font des analyses régulières des besoins des branches professionnelles en matière d'emploi et d'évolution. Et il y a une question, parce que celle-ci, nous ne l'avons pas assez abordée, et nous arrivons en fin de webinaire, c'est la question des plateformes territoriales. Ouais. C'est comment elles vont être animées. Donc, avec cette avalanche de questions, Alors, la DGE peut répondre d'abord. Oui, peut-être je peux répondre sur le volet des listes métiers. Donc, mais Stéphane l'a dit, hein, en fait, l'objectif des listes, c'est d'éclairer, mais aussi d'éclairer la décision des salariés, finalement, sur les métiers porteurs dans un territoire. Et ces métiers peuvent être variables. Sachant qu'à l'inverse, on n'exclut pas qu'un salarié puisse se reconvertir dans un bassin d'à côté, parce qu'il aurait un soin de mobilité. Simplement, voilà, ce cas de figure sera regardé par la TPRO. Mais donc les listes métiers, au niveau national, il y a plein de listes. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver, parce que finalement, selon les dispositifs, on va regarder des listes qui vont avoir différentes vocations. Là, ce qu'on a porté dans le cadre de transition collective, c'est le fait que on devait partager à l'échelle régionale et infra-régionale, comme le disait Stéphane, finalement les métiers porteurs dans les territoires, et pour ça croiser les différents travaux existants, dont les listes
qui pouvaient soit avoir été portés au niveau national. Nous, on a porté des listes dans le cadre du plan de relance mais de manière macro, les métiers porteurs d'avenir au regard de l'investissement et des enjeux de mutation portés dans le cadre du plan de relance. Mais tout ça, ce sont des indications. Il y a, vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, les observatoires de branches qui ont aussi des travaux intéressants. À l'échelle des territoires, il y a les CARIFOREF qui ont aussi des éléments. Nous, on a préconisé de finalement se mettre ensemble et de travailler et de re-questionner ces sujets-là à l'échelle régionale avec les partenaires sociaux, les régions, etc. Et de poser finalement des listes sur les métiers porteurs, en lien avec Pôle emploi aussi, hein, c'est un acteur qu'on n'a pas évoqué, mais Pôle emploi a aussi des outils qui permettent de regarder de manière très précise les métiers en tension. Et donc tout ça doit se traduire sur ces fameuses listes régionales, quelles que soient les listes nationales qui ont pu être produites au niveau de la région. Comme le disait Stéphane, les CREFOP ont donné des avis sur des listes régionales qui sont sur les sites des directs notamment et des préfectures, mais pas que, sur les sites des AT-Pro. Et si elles ne sont pas encore, ça va venir très prochainement. Et ces listes ont vocation à être actualisées très régulièrement au regard des constats ou de l'alimentation de nouveaux travaux qui viendraient nourrir finalement ce questionnement qu'on a sur un certain nombre de dispositifs, mais y compris sur des dispositifs à destination des demandeurs d'emploi. Quels sont les emplois, les métiers et les emplois porteurs à l'échelle de mon bassin d'emploi? Donc voilà pour les listes. Sur la question des plateformes territoriales, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt en fin d'année dans des délais très courts pour finalement trouver des gouvernances de travail au local qui pourraient porter cette question des transitions collectives, mais pas que, plus largement cette question des transitions professionnelles. Et on a été très étonnés et agréablement surpris puisqu'on a eu près de 100 réponses. Et sachez que sur le site du ministère du Travail, on a mis une cartographie qui permet d'identifier toutes les réponses des porteurs, sachant que les réponses pour certains projets ont des maturités différentes selon les projets. On a des porteurs qui sont très divers. On peut avoir des OPCO, des branches professionnelles, des collectivités territoriales, des entreprises qui, dans le cadre de leur chaîne de sous-traitance, ont souhaité s'inscrire et porter des projets de plateforme pour capitaliser et mutualiser une offre de services, y compris si elles ne bénéficient pas uniquement à leurs propres salariés. Et donc l'objectif de cette plateforme, c'est, voilà, comme je le disais, d'organiser cette gouvernance à l'échelle territoriale pour traiter de la question des transitions professionnelles et donc pour bien inscrire transition collective comme une brique parmi d'autres sur l'articulation des offres de services. Et pour nous, ce qu'on souhaite, c'est que finalement, la question du dispositif, elle se pose pas pour l'entreprise ou le salarié. Elle vient voir la plateforme et la plateforme, l'acteur qui va l'accompagner. Alors après, on a plusieurs clés d'entrée. Hein. L'objectif, c'est que tout le monde se parle entre acteurs institutionnels, tout le monde s'organise. Ça peut être la directe, hein, la directe Île-de-France est très mobilisée. Enfin voilà. Et en fait, on va voir la plateforme et on nous oriente, entreprises et salariés, vers le bon dispositif, que ce soit transition collective ou un autre sur le sujet des transitions professionnelles. Donc, on va suivre le déploiement de ces plateformes territoriales. Ce qui est très important, c'est qu'on va en tirer des enseignements aussi. On va avoir un vrai travail d'animation. Alors, au niveau local, l'animation se fait avec la directe, en lien avec les AT-Pro et les autres acteurs. Les conseils régionaux sont partie prenante, Pôle emploi, enfin, vous l'avez dit, hein, on n'a pas cité l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce champ des transitions, parce que c'est vrai qu'il y a les branches, il y a Pôle emploi, enfin, finalement, cette question est vraiment très large et on voit bien qu'elle rassemble aussi, mais voilà, à chaque territoire de trouver le bon mécano pour pouvoir répondre aux problématiques du territoire. Donc, on va continuer à mettre des actualités sur notre site, le site du ministère du Travail quand il y en aura, des témoignages, de partager, de capitaliser, puisque, comme ça a été dit, on est bien dans quelque chose d'expérimental. On porte une démarche expérimentale, mais ces plateformes, elles s'inscrivent parfois dans des projets existants de passerelles interprofessionnelles, de mobilité. On a des plateformes qui s'appuient sur le prêt de main-d'œuvre, par exemple, et ils viennent rajouter ou élargir leur offre de service. Donc voilà, on voit bien qu'en tout cas, les plateformes, c'est le lieu de regroupement des acteurs pour traiter de la question des transitions professionnelles et qu'on a tous, on partage les enjeux autour de ces transitions qui s'accélèrent par ailleurs. Et c'est ça l'objet des plateformes.
Merci Kathleen. Alors, il y a la question de où on peut trouver les coordonnées des plateformes qui ont déjà été retenues. Et j'en profite en même temps en parallèle pour lancer un sondage auprès des participants. On a encore 140 participants alors que nous avons un peu dépassé le timing pour avoir voilà vos premiers éléments de perception. Voilà, je lance sur l'intérêt, voilà le sondage. Alors, où peut-on trouver les listes des plateformes qui sont… Pour l'instant, en tout cas, sur le site du ministère du Travail, on a la cartographie de toutes les plateformes existantes. Et sachant qu'il y aura un second appel à manifestation d'intérêt dans un calendrier qui reste encore à préciser. Mais et si on identifie qu'il y a une plateforme sur un territoire qui peut nous intéresser, on prend contact avec la directe ou son OPCO ou peu importe son point d'entrée, son contact habituel qui pourra l'orienter vers les bonnes plateformes. On n'a pas encore mis les coordonnées de tous les porteurs. Mais en revanche, on a souhaité mettre en visibilité l'objet des plateformes. Donc, quand on clique sur la carte de France avec les plateformes actuelles, on a le petit résumé du plan d'action prévu par la plateforme. Et on va donc l'idée, c'est de pouvoir se retourner vers son territoire, voilà, direct à tes pros qui ont la visibilité de toutes les plateformes, qui vont les animer et les coordonner pour pouvoir aller plus loin si on le souhaite. Merci. Alors, pour avoir le résultat du sondage sur pensez-vous que votre entreprise est susceptible d'être intéressée par le dispositif, concernée par le dispositif, on est sur un tiers, c'est-à-dire 31% de oui, 36% de je ne sais pas et 34% de non. Donc, ça nous donne quand même une idée au niveau de l'audience. Alors, nous n'avons pas que des entreprises, donc je pense qu'il y a beaucoup de participants qui travaillent dans le CEP ou voilà, qui accompagnent en tout cas les salariés et qui n'auront pas forcément les réponses extrêmement précises à leurs questions, mais on voit l'engouement qu'a suscité ce dispositif. Donc, on pourra, si les intervenants sont d'accord, vous réinviter dans quelques mois pour avoir une vision de cette mise en musique et de son organisation concrète et de ses effets. Alors, est-ce qu'on a le temps? Je pense pas. Oui, il y a eu un autre sondage qu'on devait lancer sur avez-vous besoin de davantage d'informations sur le dispositif? Je ne vais pas le lancer parce que les questions sont tellement nombreuses que je pense que nous sommes loin d'avoir tout balayé. Juste pour information, parce que la question est reposée à plusieurs reprises, vous allez recevoir, tous les participants vont recevoir la présentation et même un peu plus complète que ce que vous avez vu à l'écran sur ce nouveau dispositif. Nous, en tant que groupe IGS Formation Continue, bien entendu, nous sommes aussi à votre disposition pour répondre à vos interrogations et faire les relais d'informations nécessaires auprès des acteurs concernés par ce dispositif. Il me reste à remercier vraiment Kathleen, Philippe, Stéphane et Sophie pour leur participation, voilà, dans des conditions à chaque fois. Les aspects techniques sont redoutables au labo orchestré. Vous avez toujours quelque part voilà, un papier qui froisse, un bruit qui doit probablement venir. Je finis par me dire qu'ils doivent venir on capte des choses dans le réseau qui ne sont pas forcément le son des participants parfois. C'est bien mystérieux. En tout cas, merci à tous. Merci en tout cas de cette invitation. Merci à vous. Promis, c'était pas moi qui faisais la vaisselle. Et comme vous êtes le seul à ne pas voir l'image, Juste pour ça. Du coup, évidemment, c'est vous qui êtes suspecté forcément. J'ai des doutes. Allez.
Et bon appétit à tout le monde en tout cas. Merci, Au revoir. bonne humeur. À très vite. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.